pour ceux qui nous rejoignent, donc, le webinaire d'aujourd'hui, apprendre à lire son bilan, étape incontournable pour bien se financer. Ce que je disais, c'est que le but, c'est, quand on a besoin de trésorerie, de savoir comment est constitué son bilan, son compte de résultat, comment est constitué son résultat financier, pour pouvoir aller discuter avec son banquier et éventuellement, si on a des soucis de trésorerie, de pouvoir voir avec lui quelle solution à nos problèmes il peut apporter en fonction de notre problème. Et pour pouvoir bien discuter avec le banquier et lui demander la bonne chose, il faut savoir quel est notre problème. Déjà, savoir lire son bilan, comment il est constitué, et savoir où est notre problématique éventuellement de trésorerie ou de financement. Et donc, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est savoir comment est constitué donc son bilan, son compte des résultats, et savoir où est notre besoin pour quand on discute avec le banquier, parler, on va dire, de la même chose. Donc, tout d'abord, comme on parle du banquier, 2-3 petits rappels. Le banquier, c'est une personne comme une autre et il ne faut surtout pas faire la politique de l'autruche. Quand vous avez éventuellement des soucis de trésorerie ou des questions ou des choses à voir avec lui, il faut ne pas hésiter à le contacter et à voir avec lui. Il n'y a rien de pire que de le mettre devant le fait accompli. Vous ne le mettrez pas dans de bonnes conditions pour vous accompagner. Il faut, ce que je vous disais un petit peu avant, connaître son bilan, son compte de résultat, comment c'est constitué pour pouvoir discuter sur un même niveau avec le banquier. Et il faut savoir s'il y a des choses particulières qui se sont passées dans l'année par rapport à votre bilan, pouvoir lui expliquer ce qui s'est passé dans l'année et pourquoi ça se traduit comme ça dans les comptes. On vous a fait un petit rappel également sur le fait que dans un bilan, un compte de résultat, on y trouve beaucoup d'informations. Et en fonction des personnes qui vont lire le bilan, ils ne vont pas chercher forcément les mêmes informations. Donc on vous a fait un petit tableau croisé en vous expliquant en fonction de qui et qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver ou qu'est-ce qu'ils cherchent dans les bilans. Que par exemple, les services fiscaux vont plutôt le lire pour le côté impôt. La partie banque, ils vont plutôt regarder la pérennité, la rentabilité, la solvabilité, savoir si vous pouvez rembourser les emprunts ou s'ils peuvent vous prêter de l'argent. Donc voilà, en fonction des personnes qui vont lire le bilan et le compte de résultat, ils ne vont pas forcément avoir la même approche de ces documents-là parce qu'ils ne vont pas forcément y chercher la même information. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'informations dans ces comptes et que chacun, en fait, va un peu à la pêche de ce qui l'intéresse en fonction de ce qu'il veut savoir par rapport à l'entreprise. Quand on parle comptes annuels, globalement, il faut voir qu'il y a 3-4 morceaux dedans. Il y a le bilan en lui-même, on va voir c'est quoi le bilan et comment il est constitué. Il y a le compte de résultat, on va voir aussi également comment il est constitué et ce qu'il y a à l'intérieur. L'annexe, en fait, c'est une sorte c'est une partie littéraire dans laquelle on explique les chiffres. En fait, comment on est arrivé. En fait, c'est un complément d'information par rapport au bilan et au compte de résultat. Et la liasse fiscale, globalement, c'est le bilan et le compte de résultat représenté sous une forme de tableau normé pour les impôts pour que eux, ça soit plus simple que tous les bilans et les comptes de résultat se présentent de la même façon. Donc, tout d'abord, réexpliquer c'est quoi le bilan. Donc, le bilan, il est constitué d'un actif et d'un passif. C'est la situation patrimoniale de la société ou de l'entreprise. C'est qu'est-ce qu'elle possède et comment elle finance ce qu'elle possède ou comment elle l'a financé. Et on vous a mis en rouge entre les deux la différence entre les capitaux permanents, donc on va dire les ressources stables, et les immobilisations qui sont, on va dire, les emplois stables et les sommes bloquées durablement. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Et le fonds de roulement, c'est ce qui vous permet de financer en partie votre activité. Et le fait d'avoir du fonds de roulement, ça vous permet de pouvoir mieux gérer votre activité. On va le voir par la suite, on vous explique un petit peu le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement et la structure du bilan, une fois qu'on aura vu comment est constitué chacun d'entre eux. Donc, bilan, il faut garder en mémoire, c'est qu'est-ce qu'a l'entreprise, comment elle l'a financé, et on va voir que dans l'actif, il y a 3 parties, les immobilisations, les stocks et les créances, et de l'autre côté, au passif, donc comment elle l'a financé, il y a les capitaux permanents et les dettes. Excusez-moi. Donc, au niveau des immobilisations, il faut savoir qu'il y a 3 grandes catégories d'immobilisation. Les immobilisations incorporelles, dans lesquelles on trouve plutôt les fonds de commerce, les licences ou les marques. Les biens corporels, qui sont plutôt tout ce qui est matériel, travaux, matériel de transport, agencement. Et les immobilisations financières, qui sont plutôt les dépôts de garantie ou les détentions de parts dans d'autres sociétés. Je redis pour ceux éventuellement qui nous rejoignent en cours, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure. J'essaierai d'y répondre au fil des diapositives, c'est un peu plus simple. Si vous avez des questions ou si je vais trop vite sur un point. Deuxième partie, donc on a dit qu'après les immobilisations, il y avait les stocks. Les stocks, ce qu'il faut faire attention, ça c'est un des premiers points où des fois dans des entreprises, on peut avoir des soucis de financement et des soucis de trésorerie. C'est en rapport avec les stocks, donc c'est pour ça que c'est un point de l'actif de la société sur lequel il faut faire très attention.
Et il faut surtout faire attention à son niveau de stock, parce que trop de stock, c'est de l'argent qui dort, donc c'est de l'argent qu'on n'a pas sur le compte bancaire. Comment on l'a financé, les délais de rotation, comment on paye les délais de paiement des fournisseurs. Et puis l'obsolescence du stock, c'est le problème aussi, c'est du stock qui ne tourne pas ou du stock que l'on ne vend pas, et ben il perd de la valeur, et donc forcément à un moment, on va retrouver cette traduction de perte de valeur dans les comptes. Donc attention, le stock, c'est un des premiers postes où il y a parfois des soucis de financement dans les entreprises, où il va falloir trouver un problème de financement. Par exemple, un surstock, j'ai trop de stock, j'ai acheté trop, j'ai trop dans mes stocks, et le souci, du coup, j'ai plus l'argent sur le compte en banque pour pouvoir payer ce que j'ai à payer, et ben ça va être un premier problème de trésorerie qu'il va falloir financer avec la banque. Mais voilà, déjà, savoir d'où vient son problème de trésorerie. On va le voir après que, donc, dans un premier temps, c'est les stocks. Dans un deuxième temps, souvent, ce qui peut être le souci, c'est au niveau des créances, c'est surtout un délai de règlement client. Donc voilà, en fonction de mon problème vient plutôt des stocks ou mon problème vient plutôt de mes délais de règlement client, la banque, on le verra tout à l'heure, vous proposera des solutions qui sont différentes en fonction de votre situation. Les clients, ce poste-là, qu'est-ce qu'il faut y faire attention? C'est le délai de règlement, la qualité des clients qu'on a et le temps qu'ils nous mettent à nous régler. Les autres créances qu'on peut avoir, c'est des créances sur l'État, entre autres crédits de TVA. Et puis bien sûr, la dernière créance qu'on a, qui est dans le poste créance, qu'on pourrait un peu différencier les créances, mais c'est la trésorerie, c'est l'argent dont vous avez, on va dire, physiquement sur votre compte en banque disponible. Le point donc à faire attention sur les créances, c'est ce niveau de créance client, les impayés, les délais de paiement. On va dire, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Pour qu'il y ait de la trésorerie, il faut soit pas trop avoir d'argent en stock, soit pas avoir trop d'argent dehors sur les clients. Donc c'est un peu les deux problématiques qu'on a actuellement, c'est qu'on a une conjoncture qui est assez difficile. Des fois on achète un peu trop, on n'arrive pas à vendre, et des fois on a des clients, on fait un peu le banquier pour eux. Donc voilà, c'est un peu les deux problématiques qu'on trouve actuellement dans les financements, c'est souvent sur le poste stock et sur le poste client. Ensuite, le passif. Alors là, les capitaux propres, on va le voir en deux parties, la partie en forme sociétaire et la partie en forme entreprise individuelle, puisqu'il y a une petite variante. Donc pour une forme sociétaire, donc SARL, SAS, EURL, SASU, entre autres, vous êtes donc sous forme sociétaire, donc on retrouve dans les fonds propres, dans les capitaux propres, le capital, donc la somme que vous avez apportée au début de l'activité qui a été éventuellement augmentée ou diminuée s'il y a eu des opérations particulières sur le capital, les réserves, donc c'est en fait les bénéfices non distribués d'année en année. Et puis en fait, la dernière chose qu'il y a dans les fonds propres, c'est le résultat de l'année. Alors, la petite différence qu'il y a entre fonds propres, on nous pose la question, la différence entre fonds propres et capitaux permanents. Les fonds propres, on va dire, c'est réellement ce qui est présenté là, ce que détient l'entreprise qui lui possède. Donc le capital, les réserves, le résultat. Quand on dit capitaux permanents, on étend un peu plus loin cette notion et on considère que les dettes à long terme, donc les emprunts bancaires qui sont sur 5, 7 ans, 10 ans, c'est des capitaux, c'est une dette, oui, mais c'est comme c'est pas de l'argent que l'on doit tout de suite, qu'on va avoir du temps pour le payer dans le temps, on considère que c'est en fait des capitaux semi-fonds propres, entre guillemets, c'est de l'argent que l'on doit, mais qu'on ne va pas sortir du jour au lendemain de notre trésorerie, donc on a un peu de temps pour le rembourser, donc on le considère comme, on va dire, des ressources à long terme, donc les emprunts, la petite différence, on va dire, entre des capitaux propres ou des fonds propres. Les capitaux propres, c'est la partie capitale, proprement dit, réserve et résultat. Les fonds propres, on agrandit un peu la famille, je dirais, en rajoutant les emprunts à long terme dedans, pour effectivement calculer, ce qu'on disait tout à l'heure, le fonds de roulement. La petite variante pour les entreprises individuelles, c'est que il n'y a pas de réserve, et donc en fait, dans le compte capital, on retrouve la somme qui a été mise au départ, un peu comme une société, mais dedans, on trouve les prélèvements et les bénéfices qui ont été cumulés d'année en année. Donc on va dire que c'est un peu un grand sac dans lequel on a mis une mise au départ, tous les ans on fait un résultat que l'on met dedans, mais tous les ans on retire un petit peu d'argent pour vivre. Et donc le capital dans une entreprise individuelle, c'est pas juste la somme apportée, c'est tous les mouvements qu'il y a eu par rapport à l'activité sur les différents exercices. Et par contre on retrouve, comme dans la société, le résultat de l'exercice qui est chaque année en fonction des produits et des charges de l'exercice. Donc voilà pour faire, on va arriver sur la dernière partie sur la présentation du bilan et compte de résultat, enfin du bilan. Donc à l'actif, on a vu que c'était stock, créances et immobilisation. Au passif, les fonds propres et les dettes. Donc dans les dettes, on retrouve donc les dettes financières, c'est le dernier poste, dettes financières, donc emprunt ou compte bancaire négatif si on est en découvert bancaire. Et puis on va retrouver les fournisseurs les dettes auprès des fournisseurs, et puis bien sûr l'État pour l'impôt, et puis les organismes sociaux pour les dettes sociales et fiscales.
Un grand petit, enfin, un mot à dire sur l'équilibre financier, on va dire, dans un bilan. Il y a une grande règle qui dit que des emplois à long terme doivent être financés par des ressources à long terme. Donc, par exemple, des immobilisations sont censées être financées par soit du capital, soit des dettes financières, donc des dettes à long terme, et des dettes à court terme doivent être financées normalement avec des besoins à court terme. Où se trouve l'actif économique? L'actif économique, alors est-ce que vous pouvez me préciser votre question de ce que vous appelez l'actif économique? Parce que souvent on nous parle, où est le passif social? C'est une très bonne question qu'on nous pose habituellement et dans laquelle on vous répond que en fait le passif social n'apparaît pas dans le bilan. Donc effectivement, quand vous avez des clients ou enfin des salariés qui ont une grosse ancienneté et qu'il y a éventuellement des primes de fin de carrière et des choses comme ça, elles ne sont pas provisionnées dans la plupart des bilans. Donc le passif social généralement n'apparaît pas, mais là l'actif économique, si vous pouvez me préciser un peu votre question. Alors, là, comme ça, si vous me dites l'actif économique, ne voyons pas exactement de quoi vous parlez, je vous dirais que non, l'actif économique, moi je vois l'actif matériel que la société a, donc on l'a vu, c'est les immobilisations. Alors, je pensais à l'actif économique. Alors, a priori, c'est pas une notion comptable qui apparaît dans un bilan ou dans un compte de résultat, de ce que je vois de votre détail. Donc, je vous répondrai que l'actif économique qui serait en rapport entre la somme des capitaux et les dettes nettes, a priori, ça ne ressort pas réellement dans un bilan. Dans un bilan, ce qu'on aura, ça sera donc d'un côté ce que possède l'entreprise et de l'autre côté comment elle l'a financé. Donc, on va retrouver les capitaux propres, on va retrouver les dettes nettes. Elles vont s'afficher, mais de là à dire que c'est un actif économique, en plus, les dettes et les capitaux sont passifs, donc ça serait éventuellement un passif économique plutôt. Donc, je vous dirais que l'actif économique, comme ça, a priori, ou à moins que vous me parliez du besoin en fonds de roulement sur la partie exploitation, mais à ce moment-là, on voit un peu plus loin. Ensuite, une fois qu'on a vu le bilan, il y a le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est entre guillemets assez simple, hein. La plupart des gens connaissent le système, c'est produit moins charge. Si j'ai plus de produits que de charges, je dégage un bénéfice. Si j'ai plus de charges que de produits, je dégage une perte. C'est donc l'ensemble des produits sur une période. Alors, petite différence entre le bilan et le compte de résultat. Le bilan, c'est une photo à l'instant T. Donc, par exemple, 31 décembre. J'ai ma photo de ce que détient l'entreprise au 31 décembre et comment elle l'a financé jusqu'au 31 décembre. Le bilan, c'est ça. Le compte de résultat, c'est une photo sur une période. Donc, ça va du 1er janvier, mettons, au 31 décembre. Donc, on a toute une plage de périodes. Donc, c'est le produit et les charges sur une période donnée, contrairement donc au bilan qui est une photo à l'instant T. Une fois qu'on sait que c'est produit moins charge, ce qu'il faut voir, c'est que le compte de résultat, on ne met pas tous les produits en un bloc et toutes les charges en un bloc, et il se construit d'une certaine façon en partant des ventes de marchandises pour arriver jusqu'au résultat. Donc on part des ventes et on enlève les charges au fur et à mesure, morceau par morceau, en faisant apparaître ce qu'on appelle des soldes intermédiaires de gestion, qui ont chacun une signification, pour pouvoir en fait décortiquer en partant de toutes mes ventes de mon chiffre d'affaires jusqu'au résultat, comment s'est constitué ce résultat. Donc c'est la partie que l'on va voir. Donc en partant des ventes, on enlève les marchandises vendues, alors quand on a une activité d'achat-revente, sinon c'est la production produite vendue moins le coût de production, donc les achats de matière, on arrive sur une marge. La marge, c'est le premier indicateur qui ressort dans un compte de résultat, c'est sur l'activité brute, on va dire, j'ai vendu tant, ça m'a coûté tant à produire, ou ça m'a coûté tant en matière pour pouvoir le produire, ou ça m'a coûté tant en matière pour l'acheter, j'ai une marge de temps. Cette marge, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut la comparer d'année en année pour voir comment elle évolue, et puis il faut surtout la comparer par rapport aux statistiques de la profession. Chaque profession a des taux de marge différents. Il y a des activités, par exemple comme la coiffure, on va être vers 90%. Il y a des activités dans l'achat-revente, on va plutôt être dans des marges à 50%. Donc voilà, d'une activité à l'autre, les taux de marge ne sont pas les mêmes. Donc ce qui est important, c'est de se comparer par rapport à des activités comparables pour pouvoir avoir une notion de comment on se situe par rapport aux autres. Et bien sûr, le suivre d'année en année pour voir comment elle évolue. Une fois qu'on a la marge, on déduit les charges externes. Les charges externes, qu'est-ce que c'est? C'est tout, on va dire, les frais fixes de structure. Donc ça va être l'assureur, ça va être le loyer, ça va être l'électricité, ça va être le comptable. On déduit donc toutes ces charges externes, ces charges fixes, pour arriver sur la valeur ajoutée.
La valeur ajoutée, donc on va dire après la marge, c'est le deuxième indicateur un peu important qui se retrouve dans les comptes de résultats, où trouver la démarge, le type de démarge. Alors, est-ce que la démarche, vous appelez ça la démarque inconnue, quand il y a du vol ou de la dépréciation, si vous pouvez me préciser dans votre question, pendant que je continue, puis je reviendrai dessus après. Donc, la marge, une fois qu'on part de la marge, on enlève donc ces charges externes pour arriver sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, en fait, en quelque sorte, ça se traduit par la richesse créée par l'entreprise. La richesse créée par l'entreprise qui, après, en fait, se répartit entre le personnel, parce qu'on va voir que qu'est-ce qui restera à payer, c'est le personnel après, l'État, pour payer les impôts et taxes, et puis après, l'investisseur, les gens qui ont apporté le capital dans la société pour les rémunérer. Type de marge, où trouver les types, où trouver des références de type de marge ou savoir si on est dans les bonnes eaux de marge par rapport à son activité, d'accord. Donc ces statistiques-là, par exemple de marge, alors on peut les trouver soit auprès des centres de gestion agréés, quand vous êtes en activité et que vous êtes adhérent à un centre de gestion agréé, vous avez accès à ces statistiques par rapport à votre profession pour pouvoir vous situer. Sinon, autre possibilité, alors qui est un peu moins simple, mais avec tous les comptes pour les sociétés sont publiés au greffe du tribunal de commerce. Vous pouvez vous procurer aussi des comptes auprès du greffe du tribunal de commerce de certaines sociétés pour pouvoir comparer votre taux de marge si vous avez besoin de comparer par rapport à une profession. Après, je dirais qu'il y a pas mal aussi d'informations qu'on peut trouver sur Internet par rapport au taux de marge, par rapport aux activités. Mais globalement, sinon, centre de gestion ou greffe du tribunal, comme tous les comptes sont déposés au greffe. Donc la valeur ajoutée qui est répartie entre les différentes personnes qu'on a vues après. Cette valeur ajoutée, donc on déduit après les charges personnelles et les impôts et taxes pour arriver sur l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Alors ça, c'est un des soldes intermédiaires de gestion qui est le plus important, parce que cet EBE-là, en fait, il sert pour beaucoup de choses. Il sert au niveau du banquier, pour voir la rentabilité dégagée par l'entreprise, donc ils vont s'attarder sur cette ligne-là. Et il sert aussi dans beaucoup de cas pour valoriser les sociétés, pour savoir ce que valent une société en termes de rentabilité. Donc l'EBE, c'est un des postes de ce qu'on appelle du SIG, du solde intermédiaire de gestion, qui est très important. Donc en gros, c'est quelle est la rentabilité que j'ai dégagée sur mon activité. C'est j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai enlevé mes achats de matière, j'ai enlevé mes frais fixes de fonctionnement, j'ai enlevé mes charges de personnel, mes impôts et taxes. En gros, j'ai payé tout ce qui me sert à fonctionner au jour le jour. Quelle est ma rentabilité dessus? La seule chose en fait qui manque derrière, c'est le poids des investissements, le remboursement des emprunts. Donc c'est pour ça que c'est un solde qui permet de comparer les entreprises à niveau à peu près identique. C'est l'EBE, donc c'est pour ça que c'est un solde d'intermédiaire de gestion qui est très regardé au niveau des banques et au niveau des banquiers et au niveau des entreprises ou quand il y a des valorisations de société. Quel rapport entre l'EBE et l'EBIT? Je pense, alors j'ai plus la définition exacte de l'EBIT, c'est il y a un ou deux postes dans le calcul qui sont pris pas de la même façon, on rajoute dans le calcul un ou deux postes. Globalement, il n'y a pas un gros écart, c'est comme on entend aussi parler de MSBA, marge semi-brute d'activité. C'est une notion qui se rapproche de l'EBE, on va dire, en fonction de la France ou des anglo-saxons, on varie légèrement la formule, où on prend en compte un poste en plus ou en moins dans la formule, mais globalement, on arrive dans les mêmes masses à la même chose. Et donc ce poste EBE, en fait, il va servir à faire l'analyse pour beaucoup d'entreprises, soit de la rentabilité, soit de combien on peut lui prêter, de combien elle peut rembourser, de combien elle vaut. Donc un poste à faire attention sur vos bilans et enfin sur vos comptes de résultats plus précisément, c'est l'EBE. Ensuite, on va aller assez vite sur les autres éléments, parce que l'EBE, à partir de l'EBE, on enlève les dotations aux amortissements, on arrive sur un résultat d'exploitation qui est intéressant, mais qui, par rapport d'une entreprise à une autre, si elle a fini d'amortir son matériel, si elle n'a pas réinvesti, qui des fois fausse les analyses d'une entreprise à l'autre. Et ensuite, quand on déduit les charges financières et les produits financiers, on arrive sur le résultat courant avant impôt, et après on enlève les produits et charges exceptionnelles pour arriver à un résultat net. Donc je passe assez vite sur ces parties-là qui sont moins intéressantes, qui varient beaucoup d'une entreprise à l'autre en fonction de comment elle a financé ses investissements, si elle investit ou pas, et quel type d'investissement elle a fait. C'est quoi la différence entre TCR francophone et TCR anglophone? Alors là, comme ça, je pourrais pas vous dire exactement parce que la partie anglo-saxonne, on la pratique pas du tout, on va dire, sur la plupart des entreprises au quotidien. Il faudrait que je creuse. Après, à la limite, vous pouvez vous rapprocher de moi. Je vous invite à m'envoyer un mail sur ma boîte mail Comptalise.
pour que je puisse faire la recherche et vous répondre plus précisément, parce que là, comme ça, à froid, je ne pourrais pas vous dire la différence entre les deux. Donc, le résultat net d'exploitation qui a pour intérêt de savoir à la fin, une fois qu'on a tout payé, tout remboursé, qu'est-ce qu'il nous reste d'argent disponible pour pouvoir, après, normalement, rémunérer les actionnaires et distribuer des dividendes quand on est sous forme sociétaire ou en entreprise individuelle, savoir combien je peux prendre pour me rémunérer en tant qu'exploitant individuel dans l'activité. Petit point important qui est intéressant de faire pour faire la liaison dans les bilans et comptes de résultats. Maintenant qu'on sait qu'un bilan, c'est une photo à un instant T de l'entreprise, de ce qu'elle a et comment elle l'a financé. Maintenant que l'on sait qu'un compte de résultat, c'est sur une période, combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé pour sortir un bénéfice, il est intéressant de faire le rapport entre le résultat que j'ai dégagé dans mon entreprise et la trésorerie que j'ai en banque. Et c'est là où des fois on a des surprises. On se dit, j'ai gagné 20 000 euros, mettons, dans l'année, mais c'est bizarre, sur mon compte en banque, j'ai pas plus d'argent que l'année dernière, où est-ce qu'ils sont mes 20 000 euros? C'est là qu'intervient la CAF. La CAF, c'est la capacité d'autofinancement. C'est ce qui fait un peu la liaison, on va dire, entre le résultat et le compte en banque. La capacité d'autofinancement, en fait, c'est la trésorerie dégagée par une entreprise sur une année. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est cette trésorerie, à quoi elle a servi et comment elle fonctionne pour pouvoir arriver au résultat, qui se traduit en termes d'entrée ou de sortie d'argent sur mon compte en banque. Ce qu'il faut voir, c'est que dans un compte de résultat, on a déduit, ça doit être la diapo d'après, voilà, on a passé des charges pour arriver à un résultat, comme les dotations aux amortissements, mais en fait, la dotation aux amortissements, on n'a pas réellement sorti d'argent. On va passer des provisions, parce qu'on a peur que les clients ne nous payent pas, ou je ne sais pas, des titres perte de valeur. On passe une provision, on constate une perte dans le bilan, ou une charge dans le bilan, mais on n'a pas sorti l'argent. Et à contrario, on a des produits que l'on a passés dans le bilan, dans lesquels on n'a pas touché l'argent. Donc, ce qui explique déjà un premier écart entre la partie j'ai un résultat de X, mais ce n'est pas la même chose que j'ai sur mon compte en banque. Et d'autre chose qui intervient, c'est que c'est pas parce qu'on a fait un investissement en achetant un camion de 20 000 euros que d'un seul coup on va passer une charge de 20 000 euros dans le bilan, parce que ça va se traduire par des amortissements. Et puis ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que si je fais un emprunt pour financer un investissement, la seule chose qui est déductible dans mon compte de résultat, ça va être les intérêts. Par contre, moi, en banque, qu'est-ce que je rembourse? Je rembourse les intérêts plus le capital qu'on m'a prêté. Donc c'est autant de petites différences, autant de petites choses qui se cumulent et qui font qu'entre la trésorerie et le résultat qu'on a du bilan ou du compte de résultat, il y a un écart. Parce qu'il y a des charges qu'on ne décaisse pas, des produits qu'on n'encaisse pas, et il y a des charges où il y a des décaissements où on passe qu'une partie de la charge et pas la totalité. Les dotations d'amortissement sont des flux fictifs. Oui, alors, en quelque sorte, oui, j'allais dire, la ligne dotations d'amortissement que l'on passe dans le compte de résultat, en quelque sorte, oui, elle est un peu fictive. Si on dit, voilà, j'ai un investissement, je l'ai acheté pour telle somme, et en fait, j'en attends un avantage sur 4, 5 ans, 10 ans, et donc en fait, je vais passer cette charge sur 4, 5 ou 10 ans. Mais par contre, il y a quand même une réalité économique derrière ce flux fictif, c'est que si vous avez fait un emprunt pour financer cet amortissement, enfin cette immobilisation qui est amortie, la dotation aux amortissements, en quelque sorte, va venir traduire le remboursement du capital des emprunts que l'on n'a pas dans les comptes, puisque c'est juste un remboursement de capital, donc ce n'est pas une charge. Mais donc, en fait, cette dotation aux amortissements, alors si vous avez autofinancé le bien, oui, c'est un peu en quelque sorte une charge fictive. Si vous l'avez financé par un emprunt, cette dotation aux amortissements, elle vient remplacer en fait le remboursement du capital auprès de la banque. J'espère que c'est à peu près clair, c'est pas très simple, mais dans certains cas, oui, si vous avez autofinancé, en face, comme il n'y a pas de flux de trésorerie, puisqu'il n'y aura pas d'emprunt à rembourser, oui, il y aura une charge passée dans le bilan dans laquelle en face, vous n'aurez pas de mouvement de trésorerie. Ensuite, le point qui est important aussi à bien maîtriser, une fois qu'on voit ce que c'est un bilan, un compte de résultat, et qu'on a compris qu'il y a une notion de CAF, donc de mouvement de trésorerie, qui fait qu'entre ma banque et mon résultat, c'est pas forcément la même chose. Il y a un deuxième point qui est important à maîtriser, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, en fait, c'est en fonction des activités et des domaines d'activité dans lesquels on est, on a un cycle de production qui est différent, on a un rythme de production qui est différent, on a un délai de règlement fournisseur au client qui est différent. Et en fait, tout ça, ça fait des décalages de trésorerie entre le moment où je paye, le moment où je suis payé, le moment où j'achète du stock, le moment où j'ai fini de produire un bien. Donc tout ça, ça crée des décalages en fait dans le temps. Et en fait, c'est ça, le besoin en fonds de roulement, ça traduit une sorte de décalage de trésorerie dans le temps en fonction de son activité.
En gros, on vous a mis la formule en bas pour le caractériser, c'est je prends mes stocks, je prends mes clients, et en face, j'ai que mes fournisseurs pour payer, et la différence entre les deux, donc si j'ai beaucoup de stocks, beaucoup de clients qui me doivent de l'argent, donc beaucoup d'argent entre guillemets pas disponible, et qu'en face j'ai pas beaucoup de fournisseurs à payer, là du coup j'ai un besoin en fonds de roulement, il faut que je trouve de l'argent pour pouvoir financer mon stock et mes créances. Et dans le cas contraire, il y a des activités où on n'a pas du tout de stock, voire pas de stock, les clients vous payent comptant, par contre on paye les fournisseurs à plus tard, c'est le cas par exemple de la grande distribution. Dans ces cas-là, on est ce qu'on appelle en excédent de fonds de roulement, donc on n'a même pas besoin de le financer, on nous paye avant même qu'on ait besoin de payer. Je crois qu'on vous met derrière quelques exemples. Je les reprendrai. Ouais, après, il y a quelques exemples. On retombera sur quelques exemples d'entreprises, d'activités qui génèrent un besoin en fonds de roulement et des activités qui ne génèrent pas de besoin en fonds de roulement. Mais voilà, il faut avoir à l'esprit que, au-delà du fait qu'on peut sortir des bénéfices mais ne pas avoir l'argent sur le compte en banque puisque on a remboursé par exemple un emprunt, il faut aussi avoir notion que notre activité peut générer un besoin de trésorerie, puisque par exemple j'ai besoin d'acheter beaucoup de stocks, j'ai besoin de 3 mois ou 4 mois pour produire, et donc du coup mes clients ne me payent que encore peut-être un mois après, et pendant ce temps-là, mes fournisseurs, mes salaires, faut que je les paye par exemple tous les mois. Donc ça crée un besoin, il faut trouver l'argent pour pouvoir financer 2-3 mois d'exploitation du coup. Le besoin en fonds de roulement, les actions que vous avez pour pouvoir essayer de le réduire, parce que le but c'est d'avoir un BFR le plus petit possible pour pouvoir avoir le moins possible à financer. Donc le BFR, comme on l'a vu, il est constitué du stock, des créances et des dettes fournisseurs principalement, ou des dettes à court terme. Donc les actions qu'on a pour pouvoir essayer de diminuer ce BFR, c'est essayer de réduire les durées de stockage, essayer de produire plus rapidement. Plus on produit vite, plus on livre le client vite, plus on livre le client vite, plus il devrait nous payer vite, et donc moins de temps on a de décalage de trésorerie. L'autre solution, c'est donc essayer que les clients vous payent plus vite. Et puis après, l'autre solution, la dernière, comme on a vu que c'était stock plus clients moins fournisseurs, c'est de payer sinon les fournisseurs le plus tard possible pour essayer de garder entre guillemets leur argent le plus longtemps possible sur vos comptes pour payer vous ce que vous avez à payer, puis les payer le plus tard possible pour ménager votre besoin en fonds de roulement. Et en fait, des fois c'est vous qui faites le banquier pour vos clients parce qu'ils tardent à vous payer, puis des fois c'est votre fournisseur qui fait le banquier pour vous parce que vous tardez à le payer. Donc le besoin en fonds de roulement, ce qu'il faut voir, c'est dans beaucoup d'entreprises un poste à financer. On l'a vu tout à l'heure, quand on a beaucoup de ressources à long terme, donc beaucoup de ressources stables et pas forcément beaucoup d'emplois stables, on peut avoir ce qu'on appelle un fonds de roulement net global, le fonds de roulement. Et ce fonds de roulement, ça peut être justement de la trésorerie qui permet de financer ce besoin en fonds de roulement pour ne pas avoir besoin d'aller voir son banquier. Si par exemple, j'ai un besoin de fonds de roulement, je ne sais pas, de 50 000 euros, et puis que j'ai fait une société avec un capital de 200 000 euros, et que j'avais que 50 000 euros d'immobilisation, j'ai un fonds de roulement, j'ai un excédent de capital qui peut me servir à financer ce besoin en fonds de roulement. Donc ça peut être aussi une solution, c'est des fois d'avoir un meilleur fonds de roulement pour pouvoir financer son besoin en fonds de roulement, donc avoir plus de ressources à long terme, donc plus de capital, plus de dettes à long terme pour pouvoir financer une partie du court terme, entre guillemets, financer du court terme avec du long terme. Donc le besoin en fonds de roulement, la formule, alors pour essayer de faire le plus simple possible, parce que des calculs de besoin en fonds de roulement, il y en a plusieurs, il y a le BFR, il y a le BFR d'exploitation, le BFR hors exploitation, le BFR normatif. Il faut garder à l'esprit que le besoin en fonds de roulement, globalement, c'est vos stocks plus vos créances moins vos fournisseurs. C'est à peu près la formule la plus simple à retenir et qui permet de pouvoir analyser le plus facilement la plupart des activités. Donc le besoin en fonds de roulement, voilà, je crois que c'est derrière où on vous remet. Voilà, alors il y a un point avant. Donc le besoin en fonds de roulement, ça se répétez la formule. Donc la formule, elle est un peu plus haut dans le support, mais donc en gros c'est vos stocks plus vos créances clients. Alors vos créances clients et vos créances à court terme. Bon là, dans 90% des cas, ça va être des créances clients. Moins vos créances vos dettes à court terme, donc vos dettes à court terme, globalement, ça va être vos dettes fournisseurs et éventuellement des dettes URSSAF ou des dettes sociales ou impôts. Mais globalement, c'est stock plus créances clients, moins stock, moins dettes fournisseurs et dettes fournisseurs à élargir un petit peu avec éventuellement dettes sociales et fiscales avec les dettes à l'URSSAF et les dettes de TVA éventuellement pour garder la formule.
Donc, quand on a un besoin en fonds de roulement à financer, c'est sur du court terme, c'est un besoin de trésorerie. Donc là, on se retourne vers la banque et on va plutôt demander soit des découverts autorisés, soit de l'escompte, soit des services d'affacturage pour pouvoir, on va dire, financer ce besoin à court terme. Affectation bénéfice. Peut-il exister des stocks dans une société de service? Alors, affectation du bénéfice, il faudrait me préciser un petit peu plus la question pour que je puisse y répondre. Peut-il exister des stocks dans une société de service? Oui, parce que même une société de service peut avoir un minimum de stock. Hein. Je ne sais pas, je peux être un prestataire de service dans le nettoyage, je peux tout à fait avoir un stock de produits de produits de nettoyage, je peux avoir des stocks de balais, des stocks de, je sais pas, de serpillières, de seaux. Donc, même dans une activité de service, alors forcément, dans une activité de service, généralement, le stock est moins important que dans une activité d'achat-revente. Forcément, j'achète et je revends des voitures, je vais avoir un gros stock. J'achète, je fais de la prestation de service auprès des, je sais pas, des particuliers, par exemple, je suis coiffeur, j'ai quand même un minimum de stock de produits de salon pour pouvoir shampoing et choses comme ça. Donc, il y a, même dans une activité de service, il peut y avoir des stocks. A-t-on intérêt à augmenter son capital après 9 ans de SARL? Alors, une augmentation de capital, il peut y avoir un intérêt donc pour éventuellement financer son besoin en fonds de roulement. Il peut y avoir un intérêt pour financer des investissements nouveaux. Et puis, il peut y avoir aussi un intérêt, alors là, qui est un peu plus matérialiste, comme ça, c'est pour les distributions de dividendes. Si vous êtes en SARL, après gérance majoritaire, depuis changement de présidence avec M. Hollande, il y a eu un changement, donc les taxations de dividendes pour les distributions, quand on a un petit capital, on peut distribuer que 10% du montant du capital en dividendes sans être taxé au RSI si on est taxé au RSI. Donc il peut y avoir un intérêt, dans certains cas aussi, d'augmenter le capital pour pouvoir distribuer plus de dividendes et faire ce qu'on appelle une optimisation salaire-dividende pour pouvoir être moins taxé. Ah, d'accord. L'affectation du résultat, effectivement, c'est ce que j'en disais tout à l'heure, les fonds propres, donc qui après vont venir grossir votre fonds de roulement et composer des réserves. Et donc effectivement, si tous les ans vous faites un bénéfice et que ce bénéfice-là, vous ne le distribuez pas, donc il est automatiquement mis en réserve, et effectivement quand il est mis en réserve, il vient gonfler vos fonds propres, il vient gonfler vos ressources stables à long terme, et ça vient améliorer votre fonds de roulement. Et le fait d'améliorer votre fonds de roulement, vous laissez de la trésorerie dans l'entreprise, le fait de laisser de la trésorerie dans l'entreprise, forcément ça lui permet de mieux fonctionner et de pouvoir financer ce qu'on disait tout à l'heure, son besoin en fonds de roulement, donc de pouvoir payer ses fournisseurs en temps et en heure, ou pouvoir des fois attendre un petit peu quand les clients tardent à payer. Donc effectivement, le fait de ne pas distribuer le résultat, le bénéfice chaque année et de le mettre en réserve, ça a l'intérêt de pouvoir conforter vos fonds propres. Donc, deux, trois petites choses qui nous restent à dire pour pouvoir finir sur ce thème de connaître son bilan et le financer. Rappel de ce que je disais tout à l'heure, donc à court terme, c'est ce que je vous disais, la défaut juste avant, on va plutôt s'orienter quand c'est des besoins en fonds de roulement à financer sur de l'escompte, des découvertes de trésorerie, des facilités de caisse. Quand on a plutôt un investissement à financer, donc ce que je disais, quand c'est un emploi à long terme, des fonds qui vont être investis à long terme, il faut plutôt des ressources à long terme, donc on va plutôt partir sur un emprunt classique, à moyen ou à long terme. Donc quand on est après sur un emprunt classique à moyen ou à long terme, il faut plutôt faire attention aux taux, taux fixe, taux variable plafonnier, mais on va plutôt s'orienter pour financer une immobilisation d'investissement sur un emprunt à long terme. Ou après, il y a aussi le système du crédit bail. C'est un système de location avec option d'achat. Ça peut permettre aussi, dans certains cas, de trouver une petite alternative au crédit. Donc, petit conseil qu'on voulait vous donner, c'est avant d'aller voir le banquier en lui disant j'ai besoin de trésorerie ou j'ai besoin d'être financé, c'est de savoir d'où vient votre besoin de trésorerie. Et c'est le petit schéma qui est derrière. C'est voilà, j'ai un besoin de trésorerie, comment je peux le justifier? Si j'ai un besoin en fonds de roulement, donc en fait, effectivement, j'ai beaucoup de stocks, beaucoup de créances clients, pas forcément beaucoup de dettes, et donc du coup, j'ai un besoin en fonds de roulement à financer, un décalage dans le temps lié à mon site d'exploitation. Après, il faut que je me pose la question, est-ce que c'est lié plutôt à mon poste client ou plutôt à mon poste stock? Si c'est un poste client, la banque vous orientera plutôt vers de l'escompte, vers du DAI, vers de la facturage ou des services créances qu'il y a dans certaines banques. Si c'est plutôt un problème lié au stock, on va plutôt vous autoriser du découvert autorisé, on va plutôt vous faire un billet à ordre, billet de trésorerie, on va plutôt vous faire des crédits à court terme comme du découvert. Donc voilà, en fonction de la problématique, si c'est un problème de besoin en fonds de roulement, si c'est lié par rapport au poste client ou au poste fournisseur, la banque vous offrira ou vous proposera des services différents. Deuxième chose qui est un peu plus délicate, c'est si vous allez voir la banque en disant j'ai besoin de trésorerie et puis qu'en fait vous êtes dans une activité où il n'y a pas de besoin en fonds de roulement, donc en fait vos clients vous payent tout de suite, vous n'avez pas de stock mais c'est vos fournisseurs que vous n'avez pas payé, là ils vont être un peu plus délicats et ils vont vous dire c'est pas un problème de besoin en fonds de roulement, donc moi je ne peux pas vous offrir du découvert à court terme ou des solutions à court terme.
Ce qu'ils vont vous dire, c'est plutôt un problème de structure. Est-ce que vos fonds propres sont suffisants? Est-ce que vous avez assez de capital? Est-ce que vous avez financé des immobilisations avec des emprunts à long terme? Voilà. Ils vont plutôt vous dire, si c'est pas un souci de BFR, il faut revoir votre structure de bilan, et ils vont vous dire, c'est pas de la facilité de trésorerie à court terme qu'il faut qu'on vous procure, c'est plutôt soit un emprunt à long terme, soit rapporter de l'argent sous forme de capital, sous forme d'emprunt pour pouvoir reconstituer des fonds propres. Le DAI, c'est auprès des banques, vous cédez votre créance entre guillemets à la banque. Alors, c'est un peu comme de la facturage, sauf que vous restez un peu responsable de la créance. Si la banque n'est pas payée, en fait, comment dire, le DAI, c'est vous cédez la créance à la banque, il vous donne l'argent. Par contre, vous restez responsable de la créance. C'est-à-dire que si le client ne paye pas la banque dans les X jours, à la fin, la banque reprend l'argent qu'il vous a prêté. La facturage, vous cédez réellement la créance à une autre entreprise et vous n'êtes plus responsable de la créance. Et après, c'est la nouvelle entreprise qui se débrouille pour se faire payer. Voilà pour faire un peu le parallèle entre le DAI et la facturage. Mais ça, c'est plutôt avec le banquier, il vous expliquera beaucoup mieux les systèmes de DAI et les systèmes d'affacturage qu'il propose. Toutes les banques font généralement du DAI ou de la facturage. Dernière petite chose, donc on voulait vous donner quelques exemples d'activités qui génèrent soit pas besoin de fonds de roulement, soit un besoin de fonds de roulement lié au stock, soit un besoin de fonds de roulement lié aux créances clients pour essayer de rester dans le timing. Déjà, on a dépassé un petit peu. Donc, des activités générant pas de besoin de trésorerie, ça va être par exemple des boulangeries, puisque vos clients vous payent tout de suite et vous payez aux fournisseurs plus tard. Une supérette, les clients vous payent tout de suite et vous payez plus tard les fournisseurs. Une activité où on a un besoin en fonds de roulement lié à un stock, c'est plutôt, je vous le disais tout à l'heure, par exemple, de l'achat-revente de meubles ou de véhicules. Alors, on a des gros stocks à financer, donc on a plutôt des problématiques de besoin en fonds de roulement liés à un stock. Et l'activité générant un besoin en fonds de roulement par rapport aux clients, par exemple des artisans dans les marchés publics, où en fait les clients tardent à payer, ça met des fois 90 jours à payer, voire même plus, ou dans des activités comme de la mécanique de précision, où effectivement on n'a pas forcément des gros stocks, on n'a pas forcément des grosses dettes, mais on a des clients qui tardent à régler. BFR supérieur à 0. Non, c'est le contraire. Si votre BFR est supérieur à 0, c'est que vous avez un besoin en fonds de roulement, donc il faut le financer. Si vous avez un besoin de fonds de roulement inférieur à 0, c'est que vous avez un excédent de fonds de roulement, et là, du coup, vous n'en avez pas financé. C'est le cas de la grande distribution. La grande distribution, c'est exactement ça. Ils n'ont pas de besoin en fonds de roulement, donc leur besoin en fonds de roulement est négatif, il est inférieur à 0. Et en fait, comment ça se fait? Vous allez acheter votre boîte de petits pois, vous la payez cash en sortant du magasin, sauf que le fournisseur de la boîte de petits pois, il va te payer 90 jours. Donc pendant 90 jours, en fait, la grande distribution a votre argent, enfin à l'argent du fournisseur, votre argent qui va servir à payer le fournisseur, mais pendant ce temps-là, il le place et ils font de l'argent avec l'argent des autres en fait. Donc quand on a un besoin en fonds de roulement négatif, c'est le cas effectivement de la grande distribution, et généralement, eux, ils placent leur trésorerie à court terme, le temps de payer les fournisseurs en fait. Les activités de conseil, généralement, c'est une activité de prestation de service. On a très peu de stock. Dans les cas où on peut, alors ça dépend de ce que c'est comme prestation de service ou de conseil, mais généralement, on n'a pas de besoin on a un petit besoin en fonds de roulement qui est lié aux clients qui tardent un peu à payer, parce que généralement, les fournisseurs, on les paye au fur et à mesure, donc on n'en a pas. Les stocks, on n'en a pas, donc on a un petit besoin en fonds de roulement, généralement dans les activités de conseil, liées au délai de paiement client. Dans le spectacle, on va se retrouver aussi globalement, après, enfin ça peut dépendre des activités et comment vous vendez vos places, parce que quand est-ce qu'on paye la salle, quand est-ce que les gens réservent les billets, payent les billets, là dans une activité de spécial, ça va dépendre de comment vous organisez le spectacle, quand est-ce que vous payez les fournisseurs, quand est-ce que les clients réservent les billets et que l'argent des billets est sorti. Mais je dirais que globalement, à mon avis, vous avez aussi un besoin en fonds de roulement qui doit être lié aux clients, parce que vous n'êtes pas sûr de vendre toutes les places, il faut être sûr que les places soient vendues. Mais là, je pense que c'est un petit calcul à faire dans le cas du spectacle. Après la question, le financement par crédit bail par rapport à un crédit classique. Ouais, si on fait effectivement le crédit bail, comme c'est une charge qui est passée dans les charges fixes, ça fait diminuer un peu le BE. Mais bon, l'impact est normalement pas énorme, et ce qu'on fait dans certains cas, quand on se rend compte que ça peut avoir un impact énorme sur le BE, on retraite le crédit bail comme si c'était une immobilisation pour l'analyse financière. Mais si on le prend à brut pour point, oui, effectivement, le crédit bail est passé en charge
alors que les dotations d'amortissement viennent après le BE. Donc effectivement, entre quelqu'un qui aurait financé en crédit bail ou en achat classique par un crédit classique, ça détériore un peu le BE, mais dans beaucoup d'activités, ça fait pas un gros écart. Et si on voit que ça commence à faire un gros écart, généralement, ce qu'on disait tout à l'heure, donc dans le bilan, il y a le compte de résultat, il y a les annexes. Dans l'annexe, il y a un tableau qui explique que si le crédit bail est significatif, il est retravaillé pour présenter en fait l'impact qu'il a dans le BE, ce crédit bail. Donc dans les annexes, généralement, il y a un détail qui explique qu'est-ce qu'on a en crédit bail et quel est l'impact de ce crédit bail sur l'activité pour pouvoir effectivement comparer deux activités qui seraient une qui fait exactement le même chiffre avec du crédit bail et l'autre avec un crédit classique. Vous pouvez revoir la présentation, oui, puisqu'elle est en replay pendant 7 jours sur le site, puisque vous étiez inscrit et vous étiez présent. La présentation, effectivement, donc elle est donc relisible, revisionnable pendant 7 jours sur le replay. Téléchargeable, je suis pas sûr. Ça, faudrait plutôt remettre un petit mot à Webikeo. Mais après, sinon, si on m'envoie un mail, je dois pouvoir vous la transmettre par mail. Je vous laisse encore 30 secondes si vous avez des questions. Juste le temps de vous dire que nous, on a un prochain webinaire le 22 novembre, donc dans 15 jours, qui traite du statut juridique dans son entreprise, donc de choisir entre différents statuts juridiques, entreprise individuelle, SAS, SARL, EIRL, auto-entrepreneur, savoir quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces formes d'exploitation, et puis dans quel cas ça se prête plutôt à une activité plutôt qu'à une autre. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de nous avoir suivis et puis je vous souhaite une bonne journée, puis à ceux qui le souhaitent dans 15 jours pour notre prochain webinaire. J'ai bien vu l'adresse mail de la personne, je pense que ça va être pour vous envoyer le support, je vous enverrai le support, je prends note. Bonne journée à vous, au revoir.